Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, INSPE, Réunifed. Dans cette capsule vidéo, où nous allons nous intéresser à la question des changements individuels et collectifs que nous souhaiterions favoriser. À ce stade-là, nous sommes dans l'idée que les gens puissent avoir des pratiques éclairées, qu'ils agissent en toute connaissance de cause. À la fois sur les modes de production, vous avez ici un champ de blé totalement artificialisé et une prairie fleurie artificielle elle aussi, au premier plan. Nous avons la question de l'aquaponie, c'est-à-dire d'utiliser les déchets produits par les végétaux pour nourrir des poissons dont les déjections vont nourrir les végétaux, un mini-cycle de la matière, qui est d'ailleurs le même type de fonctionnement que l'agroécologie. On a donc des choix en termes de production. Et notre objectif est effectivement de montrer que nous ne sommes pas obligés de produire uniquement ou intégralement par voie totalement artificielle dans des champs complètement anthropisés. On a aussi des choix en termes de consommation. C'est toute la question des labels, du commerce équitable, du commerce local dans toutes ses définitions. On a aussi des choix en termes de mode de vie. Vous avez ici une image de la Camargue. N'oublions pas que la Camargue est une zone totalement anthropisée. L'homme a choisi de faire de la Camargue ce que la Camargue est aujourd'hui. Et donc ça n'a absolument rien de naturel. Nous avons cet ibis, c'est l'ibis d'Égypte, qui s'est échappé d'un certain nombre de zoos et s'étend en France dans un certain nombre de régions, dont l'Auvergne. On peut considérer que l'extension de cette espèce est un bienfait, mais effectivement, c'est un animal qui détruit un très grand nombre de petites espèces sur les bords des rivières. Et donc, selon notre code de lecture, nous pouvons le considérer comme une espèce dite nuisible, ou une espèce, au contraire, qui va être considérée comme une espèce emblématique. Alors bien sûr, nous avons tous, ou du moins une partie d'entre nous, la volonté d'aller faire des promenades seuls en montagne. Mais il faut toujours se poser la question de savoir ce que cela a coûté que d'aller marcher seul, que ce soit en France dans les massifs montagneux, dans les Andes, dans l'Himalaya, il y a toujours le problème du transport pour y aller. Et donc l'écotourisme, oui, mais il faut se méfier de ne pas tomber dans du greenwashing ou de la pratique égoïste. Des freins et leviers existent, c'est une évidence. J'ai mis ici des exemples de pharmacopée africaine et là de pharmacopée asiatique, pour être plus précis, chinoise. On doit effectivement se référer à des cultures locales. On doit aussi intégrer le fait qu'il y a des comportements individuels et collectifs et que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'articulation entre les deux et que nous allons devoir lever un certain nombre de freins individuels culturels ou de freins collectifs culturels. Mais on a aussi des freins et des leviers purement économiques. Il s'agit donc de ne pas vouloir transposer abusivement des solutions qui marchent à un endroit en considérant qu'elles marcheraient dans un autre contexte économique, socio-culturel. Et là, nous rentrons automatiquement dans les éducations A, car nous allons parler de valeurs, nous allons parler de respect, nous allons aussi faire preuve d'esprit critique. On doit donc prendre en compte les freins, prendre en compte les leviers, si l'on veut exercer des changements. Alors les changements, un bon exemple, c'est la question du colibri, la légende du colibri. Et donc en fait, la légende du colibri, c'est le petit colibri qui veut éteindre le feu à lui tout seul. Et en fait, la question n'est pas que ce qu'il fait est inutile, c'est qu'à lui seul, il ne peut pas tout faire, mais il fait lui-même sa part. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais attention, pour quelle finalité s'engage-t-on ? Et là, tant qu'on n'est pas revenu sur les valeurs,
effectivement, il est très difficile de s'engager, que ce soit individuellement ou collectivement. Quand on gère des espaces en faisant des compromis entre les parties prenantes, je veux gérer un espace montagneux avec des espèces qui doivent impérativement être tranquilles pour se reproduire, mais j'y envoie les touristes. Là, c'est effectivement une erreur technique parce que les deux parties prenantes vont y être perdantes. Protection d'écosystèmes fragiles vitaux, des zones humides, des zones de montagne, eh bien oui, il y a des endroits, effectivement, vaut mieux pas que l'homme y mette les pieds. Et donc, les compromis pourront se faire dans certains cas et ne devront pas se faire dans d'autres cas. Protection de régions spécifiques, point chaud de biodiversité. On a effectivement des zones sur Terre où il y a une biodiversité, j'allais presque dire anormalement élevée, mais ça ne peut pas se faire contre les populations locales, comme on le voit dans un certain nombre de grandes réserves ou de grands parcs africains, par exemple, ou en Amérique du Sud. Ça se fait grâce à des lois, grâce à des juridictions, mais est-ce que les populations locales ont été intégrées dans le processus? Si elles ont été extraites du processus, si on les a chassées de la zone à touristes, effectivement, nous ne sommes absolument pas sur du durable, puisqu'on a exclu une partie des gens pour pouvoir réaliser un fantasme de nature. Merci de votre attention.